Bientôt à 15h30. Merci de nous rejoindre si c'est le cas sur BFM TV. Évidemment, à la une de l'actualité, nous en parlerons dans quelques instants encore. Cette marche jaune en l'honneur de Marjorie, tuée de plusieurs coups de couteau à seulement 17 ans il y a 8 jours à Ivry-sur-Seine. Une marche et un appel à stopper les violences entre jeunes sont en cours depuis 15h maintenant cet après-midi que nous suivons avec nos reporters sur place Isabelle Golens et Angie Louata. Une marche organisée par la famille de la jeune victime et soutenue par la municipalité. Et puis dans l'actualité cet après-midi également, d'autres rassemblements, ceux des pro-palestiniens. Pas d'interdiction cette fois, mais ça devra rester statique à Paris. Le conflit au Proche-Orient qui continue de faire réagir ici chez nous, alors que sur place, le cessez-le-feu reste très fragile. Et donc, un peu plus d'une semaine après sa mort, un hommage est rendu aujourd'hui à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, à Marjorie, cette jeune fille de 17 ans qui est décédée de ses blessures après avoir été poignardée à plusieurs reprises dans une cité de la ville. Isabelle Golens, vous êtes dans cette commune endeuillée où cette marche jaune a été rassemblée un peu avant 15h et où les participants vont bientôt s'élancer. Une marche jaune avec également une réflexion autour de la violence des jeunes. La mobilisation, on le voit, est de plus en plus importante autour de vous. Oui, la place de l'hôtel de ville qui est noire de monde, noire de jaune, on pourrait dire. Beaucoup de gens qui ont joué le jeu avec un foulard, un t-shirt, beaucoup de roses jaunes également, beaucoup de monde, des habitants de la commune, des proches de la famille de Marjorie, des gens qui la connaissaient d'un peu plus loin, beaucoup d'élus aussi d'Île-de-France. On a croisé Clémentine Autain et puis, vous le disiez, le maire de la ville qu'on attend d'une minute à l'autre, qu'on voit descendre, je ne sais pas si vous le voyez sur ces images de Laura Champion, le maire accompagné de la famille de Marjorie qui donc va sortir de l'hôtel de ville. Le maire devrait s'exprimer d'une minute à l'autre. La famille de Marjorie, peut-être maintenant ou à l'issue de cette marche, je ne sais pas si vous voyez cette banderole qui va être dépliée sur le perron de l'hôtel de ville. La famille de Marjorie qui a souhaité organiser cette marche dès très peu de temps après le drame, en hommage, en souvenir à la jeune fille de 17 ans. Vous voyez le maire de la ville qui va prendre la parole. Pour la presse, on vous demande de laisser le défilé s'organiser. La famille va s'exprimer d'ici une demi-heure dans le quartier Pierre et Marie Curie, mais pour le moment, ni la maman, ni les frères et sœurs ne souhaitent parler. Il y aura une parole publique qui sera donnée tout à l'heure. On vous demande de bien vouloir attendre ce moment-là. Voilà, désolé. Merci à vous de nous laisser passer pour... Vous avez compris, c'est le maire en personne qui vient de l'expliquer aux journalistes. Il y aura donc ces prises de parole de la famille que vous pourrez suivre bien sûr sur BFM TV, alors qu'on voit se déplier la banderole maintenant sur le parvis de l'hôtel de ville d'Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Marjorie, tu seras toujours dans nos cœurs. On voit toutes ces personnes émues. Quand même, ce n'est pas un simple hommage, c'est parce que ce genre d'affaires, c'est vrai qu'on a l'impression qu'elles se répètent avec toujours la même chose, des rixes entre jeunes qui finissent mal pour certains d'entre eux. Dominique Rizet, tout à l'heure, on entendait ces mamans qui sont venues apporter leur soutien à la famille de Marjorie et qui partagent quelque chose de déchirant, au-delà de l'émotion, c'est l'expérience qu'elles ont vécue. Elles ont perdu un fils, une fille, de la même façon, tuée par quelqu'un de leur âge, d'aussi jeune. Pour le cas de Marjorie, il s'agit d'un gamin, d'un enfant de 14 ans. Et vous disiez, s'il fait ça, c'est que ce garçon, il n'a même pas de repères, il ne sait même pas quelles sont les règles, il ne sait pas qu'il y a des choses qui ne se font pas. Bien sûr. Et des choses qui ne sont pas possibles. Bien sûr. Qu'est-ce qui pêche ? Qu'est-ce qui pêche ? Écoutez, ces enfants, ils ne devraient jamais se retrouver dans une prison, ils devraient être dans une université. Il aurait fallu avant y réfléchir, et maintenant que c'est arrivé, bien sûr, ils ont installé dans leur vie cette parenthèse, cette longue parenthèse qui va être de 10, 15, 20 ans, qu'ils vont aller passer en prison. La question qu'on doit se poser, nous, c'est quand ils vont ressortir, est-ce qu'ils seront meilleurs ? Est-ce que la question que se posait la maman de Lilibelle en se disant que pour elle, la prison n'arrangerait pas les choses. Oui, absolument. Betty, elle était magnifique dans cette phrase. Elle a dit « Restez en paix avec vos enfants ». Je ne comprenais pas tellement au début de sa phrase. Et ensuite, elle a dit « On se sépare, les papas, les mamans, mais c'est pas très grave. Restez en paix ». Ça veut dire, elle évoquait ce que vous disiez tout à l'heure, maître, les familles monoparentales, ces familles dans lesquelles
Ce sont les mamans qui vont se retrouver en général avec les enfants parce que le père est parti ailleurs vivre une autre vie ou vivre sa vie. En tout cas, les mamans se retrouvent avec des enfants qui sont difficiles à gérer parce qu'un adolescent, c'est très bien, quand on est une famille avec un père, une mère et qu'on a un adolescent à la maison, c'est déjà qu'à deux, on a du mal à le faire aller droit. Donc quand on est toute seule avec un ado de 15-20 ans qui fait 1m90 parce que maintenant les enfants sont grands, forts, c'est très compliqué, c'est très très compliqué. Et les configurations, il faut réfléchir peut-être à ça, mais bon, je ne suis pas un sociologue, les configurations sont souvent les mêmes. Hein. Alors bien évidemment, un gamin poignardeur peut être un gamin d'un couple stable, installé, mais c'est quand même plus rare, c'est même à la marge et c'est même quasiment jamais, et c'est très souvent le même genre de configuration familiale, de vie, de lieu de vie, de passé. Et on retrouve des gamins qui cochent des cases, voyez. Et encore une fois, je suis pas sûr que la prison seule puisse permettre à ce gamin dans 15 ans, quand il sortira, d'éprouver un sentiment de culpabilité qu'il devrait éprouver. Parce que quelqu'un qui est instruit, quelqu'un qui a quelque chose dans la tête et qui a commis un acte pareil, va le regretter chaque jour de sa vie, 10 fois par jour. Quelqu'un qui n'a rien dans la tête va s'en foutre complètement. Et quand il sortira, c'est peut-être ça aussi qui crée la récidive ou un danger permanent. On va en parler dans un instant avec vous, maître Florence Rouas, mais on va prendre la direction du cortège, hein, puisque vous le voyez à Ivry-sur-Seine, cette marche jaune, ça y est, s'élance de la place de l'Hôtel de Ville pour se dérouler. Hein, cet après-midi, on va évidemment le suivre avec nos reporters sur place, Angie Louata. Le rassemblement a pris forme, il s'est renforcé, la marche démarre. Et on évoquait sur le plateau ici des questions autour de la responsabilité, de l'encadrement aussi de ces jeunes. Vous êtes, je crois, avec un pédopsychiatre. Oui, absolument, avec le docteur Jean-François Rabin. Vous êtes venu spontanément, docteur. Vous êtes un docteur à la Pitié-Salpêtrière. Vous êtes venu spontanément, docteur. Il faut me regarder moi, en revanche, sur ce genre de moment. Vous êtes venu effectivement spontanément parce que vous avez vu la maman de Marjorie et vous lui avez trouvé un courage, une noblesse assez impressionnante. C'est tout à fait vrai. Je suis venu spontanément voir Madame Anouana, la mère de Marjorie, parce que je l'ai vue dans ce spot qui a eu lieu sur la télévision et j'ai été frappé immédiatement par la noblesse exceptionnelle et le courage de cette femme qui, malgré sa souffrance, la douleur qu'elle éprouvait après la mort de sa fille, l'assassinat de sa fille, qui a su délivrer un message à tous les jeunes, les Français et tous les jeunes d'Ivry et de partout en France, où justement il s'agissait pour elle de mettre en garde contre cette violence qui déferle actuellement sur cette jeunesse qui est exclue de la société. Et elle a donné un message également sur la culture et l'importance de l'école. Et c'est sur ce point que j'aimerais insister avec elle, car c'est grâce à l'école, et en allant à l'école et en allant apprendre, comme le faisait la petite Marjorie, qui était une excellente élève, et qui voulait, comme dit sa mère, passer son bac et devenir ingénieur. C'est une fille qui voulait apprendre et continuer à apprendre ensuite que justement cette violence peut être éradiquée. Et j'avais envie de citer la phrase de Victor Hugo que vous connaissez et qui dit que « Ouvrez une école et vous fermerez une prison ». Et ce message de Madame Anouana, nous devons le garder en nous, dans notre cœur et dans notre esprit. Merci beaucoup, docteur. Un message qui vous a particulièrement touché, alors que vous le voyez, il y a des centaines de personnes désormais qui sont réunies devant la place, ici devant l'hôtel de ville de la mairie d'Ivry, avec tous en tête les mots très forts de la famille de Marjorie et notamment de sa maman et de sa sœur. Merci beaucoup, Angie Louata. La famille de Marjorie qui va s'exprimer à nouveau, ça sera en fin de marche jaune. Vous pourrez le suivre bien sûr sur BFM TV. Florence Rouas, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un phénomène de violence de plus en plus fort chez les jeunes, factuellement? En tout cas, j'ai vraiment envie de reprendre cette phrase que vient de citer ce médecin pédopsychiatre, de cette phrase fameuse de Victor Hugo, ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit ça, on a l'air d'être un peu vieillot, un peu angélique, d'être sur d'anciens modèles. Mais vous savez, moi, quand j'ai vu au fil de ces derniers mois toutes ces affaires se succéder, mettant en cause des mineurs, des jeunes mineurs quelquefois, et parfois de jeunes majeurs, hein, encore dernièrement sur le meurtre du policier
policiers à Avignon, je me suis dit, finalement, je me suis souvenue de cette époque où il y avait, vous savez, les maisons de la jeunesse et de la culture qui avaient été créées par André Malraux. Et j'ai l'impression que ça n'existe plus dans toutes ces cités, dans toutes ces banlieues, parce que, il faut le dire, la plupart de ces problèmes se passent dans ces cités. Pourquoi il n'y a plus, ou en tout cas pas à ma connaissance, finalement, cette mise en avant de ces maisons de la jeunesse et de la culture qui permettaient aux jeunes de faire de la musique, d'avoir accès à des bibliothèques, d'avoir accès à des gens qui peut-être pouvaient leur ouvrir des horizons qu'ils ne soupçonnent pas. Parce que vous savez, quand on a affaire à des jeunes mineurs délinquants, ou en tout cas même très jeunes délinquants, quand on leur pose la question, mais qu'est-ce que tu aimerais faire finalement ? Quel est ton rêve ? Si je te dis, voilà, je peux exaucer ton rêve, ben, ils sont totalement désarmés. Ils savent pas. Ils se sont mis une sorte de plafond de verre, comme si finalement l'horizon était fermé, comme s'il n'y avait pas de champ des possibles, comme si finalement leur vie se cantonnait dans leur cité, dans un univers beaucoup étriqué, avec des problèmes de stupéfiants, de trafic de stupéfiants, de toxicomanie, de violence au quotidien, de promiscuité, de misère sociale, de rencontres de groupes ethniques avec des conflits, et en fait tout est lié. Tout ça n'est pas un hasard, c'est extrêmement politique. D'ailleurs, le sens étymologique de politique, c'est la vie de la cité. Donc, c'est politique. Ça veut dire, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que, indépendamment de la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire cette violence mineure et majeure dans notre société, il va falloir réfléchir à des solutions éducatives en priorité, si je puis dire. Dominique Rizet, on a entendu ces mamans tout à l'heure aussi l'évoquer, souvent un contexte de famille brisée, alors soit après ce genre de fait qui malheureusement brise de nombreuses familles, soit parce que déjà auparavant on disait il y a une maman bien souvent qui élève seule ses enfants. Est-ce que c'est vraiment une constante dans tous ces cas-là qu'on énumère depuis ces derniers mois ? C'est souvent des... J'ai envie de dire des archétypes. C'est souvent, ça se passe souvent comme ça. Ce sont des enfants scabossés qui vont créer plus tard des événements dramatiques. Est-ce que ça voudrait dire que la source, elle est là, finalement ? Oui, et une enfance cabossée, c'est sans doute l'un des éléments, Fanny. C'est sans doute l'un des éléments. Parce que une enfance cabossée, c'est pas forcément... un enfant qui a été violenté, qui a été frappé. Une enfance cabossée, c'est parfois un enfant qui a souffert de la séparation de ses parents. Et vous savez, dans nos 250 faits entrer l'accusé, pardon d'en revenir toujours à ça, mais dans nos 250 faits entrer l'accusé, il y a eu à chaque fois une expertise psychiatrique, puisque quelqu'un, comme ce petit gamin-là, de 14 ans, va voir un expert psychiatre, pédopsychiatre, qui va rendre un avis et dira si ce gamin, 14 ans, est accessible à une sanction pénale. Donc, est-ce qu'il peut être jugé, condamné par un tribunal? Est-ce que psychiquement, psychologiquement, il avait conscience de ce qu'il était en train de faire? Voilà. Donc ces 250 qu'on a vus, il y en a au moins une cinquantaine, sinon les meurtres, l'homme qui tue sa femme, la femme qui tue son mari pour hériter. Il y a au moins une cinquantaine d'histoires qui sont des histoires avec des mêmes profils, de personnes qui ont basculé parce que à un moment de leur enfance, se sont passées des choses compliquées, des choses parfois non dissibles, et il y a cette espèce de détestation de l'autre sur les réseaux sociaux pour les enfants. Je n'aime pas celui-ci, je vais l'écrire puis je vais le partager, et je vais générer cette détestation de l'autre par tout un groupe, et arriver finalement à ce qui s'est passé avec Marjorie, qui est allée, intelligente qu'elle était, qui est allée régler le problème avec sa petite sœur à la main, lui disant ben viens, on va aller le voir ce petit gamin, on va aller lui parler. Et ça s'est mal terminé. Donc c'est vrai que la configuration des familles, elle est souvent la même, une femme seule avec un enfant, avec des enfants, et puis qui n'arrive plus à faire face, parce que quand son gosse lui dit bah moi je descends voir mes copains, et qu'elle lui dit écoute tu voudrais peut-être plutôt faire tes devoirs, le gaillard quand il ferme la porte, la mère elle a les autres enfants à gérer, et voilà. Donc ça veut dire, et ça c'est important ce que vous disiez maître, qu'il y a du point de vue social énormément de choses à faire, et la solution c'est sans doute pas, puisqu'on est dans ce contexte-là en ce moment, de mettre des policiers dans la rue. Les policiers sont assez nombreux. Eux-mêmes le disent souvent, disent on veut des moyens, on veut pas des effectifs, on veut des moyens. Et que la justice aussi prenne des décisions, et puis
qu'on ait auprès de ces familles des éducateurs, des gens qui les aident à tenir leurs gamins, tout ça. Mais ça paraît tellement compliqué, Ces familles qui sont rassemblées dans ces rues d'Ivry-sur-Seine, jaunes de monde, Isabelle Golens, il y a du monde pour tenir la banderole, il y en a encore plus derrière. Exactement, à la place de l'hôtel de ville qui était noir de monde, vous l'avez dit, on peut dire jaune. Jaune, c'était la couleur préférée de Marjorie. C'est sa famille qui a tenu à organiser cette marche. Beaucoup de gens sont vêtus de jaune, avec à la main une rose jaune. Vous voyez cette grande banderole portée extrêmement dignement par la famille de Marjorie, sa maman, ses frères et sœurs, ses très proches. Marjorie, tu seras toujours dans nos cœurs. On voit également quelques pancartes, un ange parti trop tôt, parce que c'est la jeunesse qui choque, la jeunesse de la victime, 17 ans, Marjorie, la jeunesse de l'auteur présumé, un adolescent de seulement 14 ans. Alors les habitants nous disent ce sont des enfants, ils ont du mal à comprendre, ils sont choqués. Le maire de la ville qui s'associe depuis le début à la famille, tient à faire de cette marche aussi une marche contre la violence et plus précisément contre la violence entre jeunes. Ce choc, a dit le maire, doit permettre à tout le monde, citoyen, État, collectivité, de s'interroger sur la jeunesse, s'interroger sur ces excès de violence. On a besoin aujourd'hui d'être ensemble, de se rassembler. Comment un enfant a pu se rendre coupable d'un tel geste, s'interroge le maire d'Ivry. Il s'agit pour lui, pour la famille, de faire reculer cette violence, de travailler d'une manière ou d'une autre, tous ensemble, pour qu'un drame pareil n'arrive plus jamais. Alors que vous le voyez, cette marche est en train de se dérouler dans les rues de la commune d'Ivry. La famille, voilà, vous l'entendez, qui demande le silence dans la dignité. Voilà cette marche qui prend la direction du quartier Pierre et Marie Curie, là où vivait Marjorie et là où elle a perdu la vie. Merci Isabelle Golens de nous faire vivre en direct ces images de cette marche jaune à Ivry-sur-Seine, pleine d'émotions. On le ressent avec ces moments de silence. Cette famille entourée de beaucoup d'autres familles qui ont vécu parfois les mêmes drames et de beaucoup d'habitants, de personnes venues montrer leur solidarité. Maître Rouas, une fois qu'on a pointé du doigt ce manque, soit d'éducation, soit d'encadrement familial, et que les faits malheureusement sont commis, est-ce que les peines de prison, elles sont bénéfiques pour parfois des enfants aussi jeunes, 14, 15 ans ? Alors la prison, alors j'entendais ce que disait tout à l'heure Dominique Rizet sur les conditions de la réinsertion. Il est clair et net, c'est qu'un jeune qui va être incarcéré aussi jeune, mais même un petit peu après, peu importe, il y a un cheminement qui va s'opérer. Il va être bien entendu, il y a toute la période de l'instruction, de l'enquête, il va être vu par des experts psychiatres, comme le disait Dominique tout à l'heure, et puis il va être suivi par des éducateurs au sein de la maison d'arrêt, parce que la maison d'arrêt pour les mineurs n'est pas la maison. Les mineurs ne sont pas mélangés avec les majeurs. Il y a des règles particulières. Et puis il va faire des études. Il va continuer son cursus d'études. Certains s'en sont sortis. On a des exemples dans l'histoire de la délinquance où il y a eu vraiment des réinsertions réussies, si je puis dire. Ça, c'est toute la question, si vous voulez, de la politique pénale, de l'incarcération, de la réinsertion, de ce qui se fait en prison, du parcours pénitentiaire, qui est un sujet très important également. Et il est possible tout à fait que ce jeune... Mais ce qu'il faudrait quand même essayer de comprendre, parce qu'au-delà effectivement de l'aspect éducatif, moi j'insiste quand même sur le fait qu'il va falloir qu'on comprenne, c'est bien les marches, c'est bien qu'on réfléchisse, mais il faut qu'on sache quelle est la source, qu'on analyse les causes, les racines du mal pour pouvoir y remédier. C'est le b.a.-ba, c'est pourquoi il faut savoir pourquoi il y a cette violence dans notre pays aujourd'hui, chez de plus en plus jeunes. Pourquoi un jeune va, au lieu finalement de se disputer ou de discuter... Justement, que disent ces jeunes quand vous les entendez parfois Mais vous savez, d'abord, la plupart, ils sont quand même assez taiseux. C'est pas, ils vont pas venir en vous disant, en s'exprimant, en exprimant leur mal-être. Ils le savent pas eux-mêmes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous leur dites, mais qu'est-ce que vous avez envie de faire? Parce que, effectivement, ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons. Donc, alors ouvrons des écoles. Qu'est-ce que vous avez envie de faire dans la vie? Quel est votre projet de vie? Quel est votre rêve? Mais ils savent pas.
Alors quelquefois, vous leur ouvrez des possibles, vous leur ouvrez des horizons, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et ils ne le savent pas. Donc ils sont assez... ça met du temps. Ils sont suivis par des éducateurs qui eux-mêmes entretiennent des relations pour essayer de comprendre avec les parents, avec les enfants. Bon, c'est vrai que c'est de toute façon extrêmement problématique. Après, je pense que tout un chacun a un petit peu sa petite idée sur tous les motifs, si vous voulez, de cette violence. Comment on peut imaginer qu'un gamin de 14 ans, il monte chez lui chercher un couteau ? Enfin, je veux dire, c'est quand même hallucinant. Ça veut dire que dans sa mentalité, ça veut dire que dans son état d'esprit, on lui a fait comprendre, enfin, il pense qu'on peut utiliser un couteau comme on utiliserait un portable, ça veut dire qu'il y a une confusion des genres. Et ça, c'est très grave. Ça va au-delà de l'expertise psychiatrique. C'est aussi une façon d'aborder la vie. Tenter de comprendre la racine du mal, comprendre, c'est justement l'objet de l'enquête qui est ouverte. Mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à en attendre quand on connaît les faits où il n'y a rien de rationnel finalement? Comme il n'y a absolument rien de rationnel dans cette histoire, la justice va condamner ce garçon de 14 ans à une peine de prison qui sera une peine lourde. Ça sera 15 ans, ça sera 20 ans. En tout cas, il aura une peine lourde. Il n'y a effectivement rien de rationnel. Les psychiatres diront s'il peut être jugé. Des psychologues vont retracer tout son parcours de vie, parcours de vie, voir ses instituteurs, voir sa famille, voir ses professeurs des écoles qui diront quel élève il était, quel enfant il était. Et puis la sanction va tomber. Et j'écoutais Florence qui parlait, Florence Roy, je vous écoutais parler, et je cherchais dans mes notes et j'ai retrouvé des choses que j'avais notées quand Alisha a été tuée par Théo et Junie. Et j'avais parlé à quelqu'un en prison qui me racontait un peu comment ça se passe pour ces jeunes. Donc c'est le parcours classique. Il est en prison, il était placé on le dit bien, en détention, pas dans un centre d'éducation fermée. Donc il est arrivé, il y a eu un processus classique d'écrou, on l'a déshabillé, on lui a donné des habits de prisonnier, il a été fouillé, ses affaires ont été déposées au greffe, empreinte digitale prise, empreinte biométrique prise, on lui a fait une carte de circulation avec sa photo, imaginez. Alors pardon, parce que là on est dans le souvenir de Marjorie. Mais c'est important aussi de parler de l'auteur. La mère de Betty a dit, ça détruit beaucoup de familles, même les familles des assassins. Donc on peut aussi parler de l'auteur présumé. Il va avoir une carte de circulation en prison avec sa bobine, la bobine d'un gamin de 14 ans. On va l'autoriser à téléphoner, parce qu'à cet âge-là, il faut qu'il puisse téléphoner. Il aura un crédit téléphone, il aura une carte des numéros qu'il pourra appeler. Il va être pendant une semaine dans une cellule dédiée aux arrivants. Et puis ensuite, il va être scolarisé, vous l'avez dit, Florence, puisque l'école est obligatoire en France jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc il va être scolarisé. Voilà. On va reprendre la direction d'Ivry-sur-Seine. Angie Louata, vous êtes toujours avec les participants à cette marche jaune. Oui, absolument, avec Valérie qui est ici. Valérie, vous habitez le quartier où cela s'est passé. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris toute cette histoire? J'ai été outrée de savoir que c'est un jeune de 14 ans qui, malheureusement, par les réseaux sociaux, a une mauvaise nouvelle et qui s'en est pris à une jeune fille qui voulait justement défendre sa petite sœur. Malheureusement, c'est la jeune fille qui a reçu le coup. Et maintenant, j'ai encore le cœur qui bat très, très fort. Et puis, je sais que les réseaux sociaux, c'est pas tellement bon. Faut pas dire des trucs pour casser les gens. Il faut se restreindre. On peut aller sur les réseaux sociaux. Moi, j'y suis aussi. Mais on peut éviter de dire certaines choses pour éviter justement le scandale qu'il y a eu, quoi. Valérie, il y a une émotion très forte ici. Oui. Il y a des centaines de personnes qui se sont réunies. Oui, vous habitez précisément dans le quartier où cela s'est passé. Oui. Pour les gens qui ne le connaissent pas, le quartier Pierre et Marie Curie, est-ce que vous pouvez nous le raconter? Le quartier a changé. Depuis 10 ans, c'est plus le même quartier. On a un peu plus de drogue sur le quartier. Des faits qui se passent des fois, des règlements de compte. Il a extrêmement changé. C'est vrai qu'avant, c'était un quartier assez calme.
il y a plus de 20 ans, il était calme. Tout le monde se côtoyait, tout le monde se parlait. Et là, j'ai trouvé que depuis un certain moment, les gens, c'est chacun pour soi. Mais des choses qui, a priori, ne sont pas en lien avec ce qui s'est passé vendredi dernier. Non, on retient surtout l'émotion, la famille, la parole également de la mère de Marjorie. Elle vous a particulièrement marqué? Oui, parce que j'étais étonnée qu'elle soit aussi forte que ça. Et puis, elle a dit des mots justes. Elle a fait comprendre, surtout aux parents des enfants, comme quoi ils devaient les garder, les surveiller. Elle a fait un peu une leçon de morale pour certains parents qui laissent les enfants comme ça, sans surveillance, qui laissent aller dans la cité, et des jeunes en plus. Des fois, je vois, il est 10h du soir, je vois des enfants de 8 ans qui sont encore dehors sans les parents. Avec les difficultés qu'on nous raconte ici également sur le terrain, depuis que nous sommes ici avec nos équipes, on a beaucoup de gens qui nous disent, les parents souvent, on a tendance à les accuser, à dire vous ne devez pas laisser vos enfants seuls. Et en même temps, c'est particulièrement difficile de tout décrypter, notamment sur les réseaux sociaux. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai que c'est difficile pour les parents, pour certains parents qui sont malheureusement séparés aussi. Donc, et puis bon, le contexte actuel le veut aussi. On est plus à cran avec la pandémie. Ça a beaucoup touché certaines personnes, moralement, physiquement et mentalement. Il faut que l'État s'interroge sur ce qu'est en train de traverser la jeunesse de France. Ce sont les mots du maire de la commune d'ailleurs, Philippe Bouissy. Il faut qu'il s'interroge, l'État. Il faut qu'il fasse quelque chose pour aider les jeunes, justement, qui sont en difficulté, Il faut qu'il fasse quelque chose, l'État. Philippe Bouissou, le maire de la commune, le disait également. Merci à vous, Valérie. On vous laisse rejoindre ce cortège donc qui se rend sur les lieux dans le quartier Pierre et Marie Curie, que nous a raconté également Valérie avec ses mots. Et les centaines de personnes qui sont ici sont principalement dans l'émotion et dans l'admiration également de la réaction de la maman de Marjorie qui disait un enfant qui tue un autre enfant. Vous rendez-vous compte, laissant un point d'interrogation particulièrement émouvant pour tous les participants de cette marche. Beaucoup. Angie Loata, des mots justes, voilà ce que soulignent les participants de cette marche dans le discours que tient la mère de Marjorie depuis la mort de sa fille. Et on entend aussi quand même un paradoxe, c'est-à-dire que cette dame qui donne son avis et qui résume ce qu'on entend aussi beaucoup, c'est l'État doit faire beaucoup, l'État doit s'interroger, et en même temps, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, même les parents ne peuvent pas vraiment y faire quelque chose. Mais oui, parce que ça échappe à l'adulte. Alors bon, il faut savoir aussi, je pense qu'il faut préciser que quand il y a des attaques, des violences sur les réseaux sociaux, il y a cette plateforme qui s'appelle Pharos, qui permet de signaler le cyberharcèlement. Il ne faut pas hésiter aussi à faire des captures d'écran. Même les jeunes qu'ils le sachent, et aller auprès des services de police et de gendarmerie pour signaler des propos abusifs. Bien entendu, signaler auprès des différents réseaux sociaux. Enfin, ça, c'est vrai que c'est plus difficile. Mais le faire quand même, faire un courrier au procureur, faire ce qu'il faut, se faire assister quand on est jeune. Je le dis souvent, c'est que dans chaque barreau de toutes les villes, il y a des antennes des mineurs dédiées à la défense des enfants et de la jeunesse qui sont des avocats formés et qui sont des avocats gratuits. Et il y a également des permanences à la fois téléphoniques et des permanences en physique pour justement écouter les jeunes dans leurs difficultés, que ce soit le harcèlement à l'école, les difficultés intrafamiliales, les difficultés au sein du collège ou avec des amis, voilà. Et puis je pense aussi que il va falloir pas que critiquer, il faut être dans des forces de proposition. C'est-à-dire que c'est bien de dire toujours c'est la faute à, il y a qu'à, faucon, etc. Mais bon, tout ça, ok, on le sait qu'il y a des problèmes, on sait qu'il y a des difficultés. Une fois qu'on a posé les choses, maintenant il faut proposer, il faut créer, il faut être créatif, il faut innover, il faut essayer de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour justement donner, pour remédier justement à cette violence que décrivait cette dame, en disant voilà, le quartier a changé, il y a de la violence, il y a des armes, il y a du trafic de stupéfiants. Donc il va falloir, voilà, il y a le côté, encore une fois, je le répète, répressif,
quand tout à l'heure, Dominique Rizet, vous disiez les policiers dans la rue, bon, c'est pas forcément une bonne chose, mais c'est aussi important peut-être. Non, je dis plus de policiers, c'est pas important. Policiers dans la rue, c'est important. Donc j'ai plus de policiers, c'est pas ça qui va. Oui, mais ça rassure aussi plus de policiers. Sûr, oui. Ça rassure aussi. Quand dans des villes il y a des difficultés relationnelles, ça rassure aussi qu'il y ait des policiers, qui soient formés aussi, qui soient formés et qui puissent armer au sens psychologique pour affronter, pour discuter, pour communiquer, pour essayer de faire face à tout ça. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, évidemment. On le rappelle, on assiste en ce moment même à cette marche jaune en hommage à Marjorie, cette jeune fille de 17 ans qui a été mortellement poignardée il y a 8 jours à Ivry-sur-Seine. Sa famille et de nombreuses personnes, plusieurs centaines, sont rassemblées aujourd'hui depuis l'hôtel de ville. Elle marche, elle s'avance pour honorer la mémoire de cette jeune fille poignardée par un jeune homme, le suspect a 14 ans. On va retrouver Isabelle Golens en tête de ce cortège puisque la marche, la procession continue de s'effectuer. Isabelle. Oui, exactement. Et vous voyez la famille de Marjorie, sa maman, ses frères et sœurs, ses très proches qui tiennent cette banderole jaune. Marjorie, tu seras toujours dans nos cœurs. Jaune parce que c'est une marche jaune. C'était la couleur préférée de Marjorie. C'était la volonté de sa famille pour lui rendre hommage en souvenir de la jeune fille de 17 ans. Vous l'avez dit, beaucoup de monde. Tout à l'heure, au départ du cortège, la place de la mairie était noire de monde, des habitants du quartier, de la ville, de communes alentours, beaucoup d'élus, beaucoup de gens très touchés, des parents d'enfants. On a rencontré également des professionnels du monde de l'enfance qui travaillent avec les enfants et qui nous disent qu'ils ne comprennent plus cette violence. La mairie, le maire de la commune d'Ivry, qui s'est associé bien sûr à cette marche, qui a beaucoup pris la parole, qui veut faire de cette marche une marche contre la violence et plus précisément contre la violence entre jeunes. C'est la jeunesse de la victime dont tout le monde nous parle, 17 ans, Marjorie qui allait passer son bac. La jeunesse également de l'auteur présumé, un adolescent de seulement 14 ans. Des gens, les participants de cette marche nous disent voilà, ce sont des enfants. Le maire de la ville qui veut que ce choc permette à tout le monde, citoyens, État, collectivité, de s'interroger sur la jeunesse et sur ces excès de violence. Ce sont les mots du maire d'Ivry. Cette marche, vous voyez, qui fait une pause en silence en direction du quartier Pierre et Marie Curie où vivait Marjorie. Merci beaucoup Isabelle Golens. Beaucoup de silence, beaucoup de recueillement dans cette marche. J'ai surpris Dominique Rizet, impressionné par le monde qu'il y a derrière cette banderole. Tous les soutiens, tous les parents qui se reconnaissent peut-être dans ce qui s'est passé. Et aussi beaucoup de familles détruites, parce qu'on l'a vu, il y a bien sûr la famille de Marjorie, mais il y a aussi toutes les familles de ceux qui ont perdu un enfant dans les mêmes conditions, souvent tués par une personne du même âge, des adolescents, toujours aussi jeunes. Imaginez un peu, tout à l'heure on énumérait Lilibelle, Toumani, Alisha, Eyman, Mathéo, maintenant c'est Marjorie. À chaque fois une famille détruite, à chaque fois des répercussions, des ondes sismiques qui vont se répercuter dans la famille, les amis, les quartiers aussi, les villes. Parce que les villes restent meurtries pendant longtemps. C'est une ville de 76 000 habitants. Ici, là, on est dans une ville de 70 000 habitants, je crois. Et donc, eh bien, c'est un impact sur toute la ville, sur les cités, sur la vie de l'équipe municipale, du corps enseignant. Ça impacte énormément. Et en regardant tout ce monde, là, c'est vrai, il doit y avoir 5 000 personnes, c'est énorme, mais ça reste local. Vous voyez, aujourd'hui, c'est la douleur de la ville d'Ivry, de la ville de Marjorie. Et en regardant ça, je me disais, est-ce que l'habitant de la Creuse ou de la Saône-et-Loire, dans la Verdure, est-ce que quand il regarde cette marche, il se sent impacté comme nous qui sommes des citadins, qui vivons dans ces villes, on vit ici, on travaille à côté, est-ce qu'ils le vivent de la même façon que nous? Est-ce qu'eux seraient montés ou s'associent, en tout cas sûrement, en regardant les images de BFM TV, et est-ce qu'eux sont associés à la douleur, à cette manifestation? Est-ce que, j'ai envie de dire, est-ce qu'eux se sentent concernés? Est-ce que quand on habite une petite ville de 500 habitants, de 1500 habitants, parce que la France c'est 36 000 communes et toutes de tailles différentes, est-ce qu'on est concerné comme nous qui sommes des citadins?
Dominique Rizet, vous évoquez cette masse de population venue rendre hommage à Marjorie et le contraste, c'est également ce silence. On va écouter justement ce silence dans cette marche jaune. Allô ? J'ai plus de batterie, il faut que je change. Donc dites-moi quand je ne prends plus. Voilà, pour vous faire vraiment ressentir comme si vous y étiez dans cette marche, l'atmosphère. C'est pas qu'on a coupé le son, c'est simplement que certes il y a des milliers de personnes, mais qu'il y a un silence pesant, qu'il y a un silence qui est rare, surtout dans ce genre de rassemblement. Florence Rouas, il y a plein de questions qui se posent. C'est aussi l'objet, au-delà de l'hommage à Marjorie, il y a plein de questions qui se posent de tous ses parents, et il y a peu de réponses. Et il y a peu de gens qui pensent qu'il n'y a même pas de réponse possible d'ailleurs. Oui, moi j'écoutais ce que disait Dominique avec beaucoup d'intérêt. Moi j'ai le sentiment qu'en fait, partout en France, il y a un phénomène d'identification. Je crois que les gens finalement ne se sentent pas étrangers à ce mal qui touche comme ça beaucoup de villes depuis quelques mois en particulier. Et je crois que tout le monde est assez sensible et a peur finalement que la violence atteigne leur ville, leur village, leur lieu de vie. Je crois qu'il y a cette préoccupation, elle est nationale. Je pense qu'il n'y a pas que nous en tant que citadins. Je pense que ça touche de toute façon la périphérie de Paris, mais également les grandes villes et les campagnes aussi, de plus en plus. Donc c'est un phénomène de société. Et en fait, vous savez, tout à l'heure, on entendait, on fait une marche contre la violence. Et c'est très bien, parce que, effectivement, on est au temps de l'hommage, etc. Mais ce qu'il faudrait aussi maintenant, c'est faire une marche, si vous voulez, qu'il y ait une synergie, qu'il y ait finalement une mobilisation nationale pour, et non pas contre, pour trouver des solutions pour la jeunesse, pour que nos vies soient plus agréables, pour que la jeunesse, même si parfois au sein d'une famille c'est pas toujours facile, si des parents se séparent, même si quelquefois la maman ou le père sont obligés d'aller travailler tôt le matin et qu'elle est obligée de délaisser entre guillemets ou de confier à d'autres personnes ou au système éducatif, il faut trouver justement des solutions parce que c'est une réalité. C'est comme disent les psys, c'est le principe de réalité. On ne peut pas aller contre le principe de réalité. Il y a aujourd'hui des phénomènes. Il va falloir remédier sur certains points. Alors j'entends parler beaucoup de politique pénale, de répression. On ne pourra pas y échapper, mais elle existe. On a un arsenal de lois. Les choses sont en train d'encore s'améliorer, mais nous avons des lois pour sanctionner et les magistrats sanctionnent, bien sûr, avec certaines variétés en fonction des cas. D'ailleurs, on ne connaît pas à chaque fois, dans chaque affaire qu'on a eu à entendre sur le plan médiatique, on ne connaît pas tous les détails. Et vous savez, ça change tout quand on connaît les détails, quand on connaît le dossier. Donc c'est vrai qu'il y a un moment, il faudrait imaginer une mobilisation générale pour justement lutter contre ces inquiétudes que nous avons tous. Des mobilisations pour les solutions, c'est ce que vous appelez de vos voeux, Maître Rouas. Et c'est un peu ce que l'on voit aussi dans cette marche jaune pour Marjorie, puisque les parents, notamment, beaucoup présents aujourd'hui, en recherche des solutions, Angie Louata. Oui, les parents, les professeurs également. Et on est justement avec Ali Kenissi. Vous êtes le professeur de sciences de l'ingénieur de Marjorie. Vous me disiez, Marjorie avait un rêve. Elle avait un rêve. On lui l'a volé. Marjorie était une élève studieuse et sérieuse, qui était appréciée par tous ses professeurs. Et elle a toujours envie de devenir une grande ingénieure. C'est ce qu'elle disait aussi à sa maman. Et on lui a volé ce rêve-là. Et tout le monde est choqué, tout le monde ne comprend pas pourquoi c'est arrivé ainsi à Marjorie. Est-ce que vous pouvez nous raconter comme scène de vie de Marjorie, des moments, des anecdotes que vous avez partagées avec elle ces dernières années? J'ai une anecdote qui s'est passée avec elle. Vous savez, c'est une fille très sérieuse, elle a toujours envie d'avoir de bonnes notes. Et un jour, je lui ai fait une petite remarque comme ça, elle m'a répondu un petit peu de travers, mais tout de suite après, elle est venue me voir à mon bureau, me dire « Excusez-moi, monsieur, je me suis emporté ». Ça, je me rappellerai toujours de ça. Elle avait cette noblesse d'âme qui faisait qu'elle savait aussi reconnaître quand elle allait trop loin. Tout à fait. C'était quelqu'un qui a toujours envie d'exceller. Et c'est ce qu'elle promettait pratiquement tous les jours à sa maman.
Et jusqu'à tout à l'heure, j'ai vu la maman à la mairie, elle me racontait toujours la même histoire, elle ne pouvait pas s'en sortir. Ce qui a marqué les gens ici, et dans cette marche jaune, on le sent particulièrement, ce qui a marqué les gens, ce sont les mots et la noblesse également de sa maman au moment de prendre la parole face aux médias, juste après le drame. Elle a eu une force, un courage incroyable, nous dit-on ici. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce moment-là? Qu'est-ce que vous êtes dit quand vous avez vu ça? Je suis frappé par sa sincérité, sa noblesse, comme vous venez de le dire. Et tout le monde, justement, est frappé par cette... C'est une grande humanité. On est très frappé déjà par le message d'apaisement face à ce drame, puisqu'il s'agit quand même d'une histoire de gamin. Et que cette dame, c'est une très grande leçon d'humanité. Et elle a eu beaucoup d'humilité face. Et franchement, on est tous surpris. Professeur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce rêve qu'elle avait, Marjorie? Elle voulait être ingénieure. Vous savez ce qui la passionnait particulièrement là-dedans? Elle voulait être ingénieure en génie civil. Donc tout ce qui touche la mécanique, elle avait une spécialité en e-tech, ingénierie, technologie, rénovation. Et puis voilà, ce rêve s'est brisé d'un coup. Marchons ensemble pour continuer de rejoindre cette marche qui est en train encore de gagner donc le quartier où malheureusement cela s'est passé vendredi dernier. Ali Kenissi, vous avez également peut-être un recul sur l'établissement, sur l'entourage de ces enfants-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cet entourage-là? Est-ce qu'on peut pointer la responsabilité des réseaux sociaux, des relations entre les élèves? On parle d'histoire de harcèlement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Certainement, les réseaux sociaux ont leur part des choses dans cette affaire-là, mais particulièrement dans notre lycée, on n'a pas eu, c'est un lycée de banlieue comme pratiquement tous les lycées de banlieue. C'est Jean Massé. Le lycée Jean Massé. Les élèves se connaissent pratiquement tous. Il n'y a pas de violence extrême ou là, des problèmes de discipline, comme un peu partout dans tous les lycées de France. Mais il n'y a pas une particularité de Jean Massé, que ce soit un lycée violent où il y a beaucoup de violence ou quoi que ce soit. Loin de là, les élèves sont sympathiques, ils aiment leurs professeurs, il y a toujours... voilà, donc je ne peux pas vous dire plus que ça. Donc c'est un lycée où il est bon de vivre, on peut vivre sereinement, correctement, il fait bon vivre, mais voilà. Ils sont sensibilisés aussi, ils sont sensibilisés puisqu'on a des cours quand même où ils sont sensibilisés. Moi j'enseigne les sciences numériques et technologies, où on aborde ces questions de cyberharcèlement, de cybercriminalité. Donc ils sont quand même sensibilisés à ces phénomènes de violence. Et donc normalement ça porte des fruits. Dans ce drame, on est tous abasourdis face à un tel drame, parce que quand même il y a des efforts qui sont faits pour qu'ils soient... pour pouvoir prévenir, pour qu'ils soient sensibilisés à la cyberviolence. Ça reste dans le fond inexplicable comme affaire, inexplicable comme histoire. C'est toujours inexplicable, un drame comme ça, quand un gamin ou une adolescente de 17 ans qui part comme ça, brutalement, atrocement, ça laisse toujours à réfléchir. Merci à tous les deux. On a pris un petit peu de retard sous la pluie désormais ici à Ivry. On se rend dans le quartier Pierre et Marie Curie. Tout le monde est touché, tout le monde est dans l'émotion. Il y a énormément de personnes avec désormais les parapluies qui sont de sortie. Merci Angelo Atta et Camille Fournier pour ces témoignages de professeurs qu'on entend un peu désabusés. Jean-Pierre Rosenweig, bonjour. Vous êtes magistrat, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny. Parce que c'est vrai qu'il y a tout ce qui se passe en dehors de l'école, en dehors des familles, plus encore sur les réseaux sociaux. C'est compliqué de s'immiscer dans la vie d'adolescents. Oui, c'est compliqué. Et comme vous le disiez, vous l'avez mis en évidence, il y a toute une série
de facteurs qui interviennent. La personnalité du jeune, bien sûr, qui a agressé et tué, son environnement familial, son environnement social, l'école, les réseaux sociaux, la dynamique du moment. C'est une alchimie très très complexe et il faut essayer de comprendre chacun des éléments qui constituent ou qui contribuent à cette alchimie et comprendre comment on a pu en arriver là. Et puis surtout avec comme objectif de voir les leçons qu'il faut en tirer. Malheureusement, cette jeune fille est décédée et avec tout ce que ça peut impliquer comme douleur pour elle et pour ses proches, c'est un drame, bien évidemment. Et dans Jean-Pierre Rosenweg, vous êtes magistrat, vous êtes également, vous dirigez également un groupe d'éducateurs et vous connaissez très bien justement le cas de Marjorie, cette jeune fille qui a été tuée la semaine dernière. Non, je ne dirige pas un groupe d'éducateurs, je préside une association qui anime un club et équipe de prévention et qui connaissait cette jeune fille. Voilà, donc je n'ai pas d'abord à en savoir, je n'ai pas entré moi et interrogé mes éducateurs sur la relation qu'ils ont pu avoir avec cette jeune fille. En tout cas, le saurais-je que je ne vous en parlerai pas à l'antenne. Donc je ne peux pas intervenir sur cet aspect-là. Jean-Pierre Rosenweg, comment on explique ce qui se passe? Comment on explique que des jeunes arrivent non pas seulement à se bagarrer, mais à passer au meurtre, à se poignarder? Bon, d'abord, il n'y a pas que des jeunes qui se bagarrent et poignardent. Il y a aussi pas mal d'adultes qui utilisent la Kalachnikov et d'autres instruments de mort. Donc il ne faut pas focaliser sur les jeunes, sur l'insécurité. Maintenant, dire ça n'est pas nier qu'aussi des jeunes, j'allais dire, participent de cette violence. Pour un certain nombre d'entre eux, il ne faut pas généraliser à l'ensemble des jeunes, mais pour un certain nombre d'entre eux, effectivement, ils ont une vie dans un univers de violence, ça peut être une vie familiale, une vie de quartier, une vie à travers les médias. Ils relativisent, ils ne comprennent pas l'impact des actes qu'ils peuvent poser. On a vu au tribunal de Bobigny, il y a quelques années, un jeune qui avait donné un coup de poignard au cœur d'un enfant pour lui prendre sa montre, s'étonner que celui-ci ne se relève pas en sortant de l'hôpital, comme si dans la vie, il y avait 3 vies. Non, il n'y a qu'une vie dans la vie. On n'est pas sur une Game Boy, on n'est pas sur un jeu. Donc je pense qu'effectivement, il y a des éléments très très complexes qui interfèrent. On peut être un gosse et jouer à la Game Boy et pour autant ne pas être un assassin. Donc il ne faut pas généraliser. Donc c'est une équation très très compliquée, comme le disait l'un de vos intervenants précédents, parlant de la situation. À chaque cas, il faut essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Et là, en l'espèce, effectivement, il faut essayer de comprendre d'où vient ce jeune de 14 ans qui a tué. Est-ce qu'il était connu, pas connu? Est-ce qu'il présentait des difficultés? Quel type de difficultés? Quel était son environnement familial? Qu'est-ce qui a fait que cette situation a pu en arriver là? Je crois savoir que cette jeune fille de 17 ans qui est décédée venait au secours de sa petite sœur qui était persécutée par un réseau de jeunes. Comment ont-ils pu faire ça? Comment ont-ils pu agresser, ou a-t-il pu agresser la grande sœur qui venait protéger la petite sœur? Aucun d'entre vous, en tout cas pas moi, ne connaissons la réalité des faits et comment on peut les expliquer au jour d'aujourd'hui. C'est le rôle de la justice, du juge d'instruction qui a été désigné. Le jeune dont il s'agit a été incarcéré, c'était la moindre des choses qui devaient se faire. Les magistrats, avec les travailleurs sociaux, psychiatres et psychologues qui travaillent avec eux, vont essayer de comprendre la personnalité de ce jeune pour comprendre ce qui a pu se jouer et essayer de tracer l'avenir. Parce qu'il faut aussi maintenant se préoccuper de l'avenir de ce jeune de 14 ans. Jean-Pierre Rosenweg, restez avec nous. On va également en parler avec Maître Florence Auroy. Justement, Jean-Pierre Rosenweg l'évoquait. Maintenant, c'est à la justice également de savoir ce qu'il s'est passé, d'entendre aussi ce jeune suspect de 14 ans. Quel est le parcours qui attend ce jeune suspect? Eh bien, voilà, il a été incarcéré. Il va être pris en charge dans le parcours pénitentiaire par des éducateurs. Il va, comme le disait tout à l'heure Dominique Rizet, reprendre son parcours scolaire. Il va, dans le cadre de l'instruction, être vu par des experts psychiatres, par des éducateurs. Il va être entendu, bien entendu, par le juge d'instruction, peut-être aussi confronté à d'autres, notamment à la sœur de la jeune fille et à d'autres témoins. Voilà, l'instruction va mener son cours, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va au fil du temps comprendre ce qui s'est passé exactement, l'intervention des protagonistes et de quelle manière. Voilà. Dominique Rizet, le suspect, il a 14 ans, il est encore plus jeune que la victime et vous le disiez tout à l'heure, pour faire ça, pour passer à l'acte, pour commettre un tel acte, il faut forcément ne pas avoir de repères, ne pas connaître les règles. Est-ce que le problème aussi, ce n'est pas l'absence
de représentants de l'État, peut-être dans son quartier? Est-ce qu'il, s'il ne connaît pas ces règles, c'est peut-être parce qu'on ne l'a jamais rappelé à l'ordre sur d'autres choses, beaucoup moins importantes, bien sûr? Alors, il faudra savoir qui est cet enfant. Hein. Florence l'a dit, le juge Rosenfeld l'a dit aussi. Chaque cas est un cas individuel. Est-ce que cet enfant est un enfant qui était un enfant turbulent, qui était sûr de lui, un petit caïd de quartier? Est-ce que c'était un enfant réservé à l'école, qui parlait pas aux autres? Est-ce que c'était un enfant qui lui-même était en souffrance dans sa propre famille? Est-ce que c'est tout le contraire? Est-ce que c'est un gosse qui était un gamin de 14 ans épanoui et puis qui d'un seul coup est passé à l'acte? Tout ça va être très important dans la compréhension de l'histoire et puis aussi dans sa défense, parce que cet enfant va avoir un avocat qui va utiliser des arguments, et ces arguments, eh bien, il va falloir les faire valoir devant... C'est quoi, c'est une cour d'assises des mineurs? Non, alors, moins de 15 ans, c'est le tribunal pour enfants statuant au criminel, ouais. Et il bénéficiera, le temps venu, le cas échéant, mais là on va assez vite, de moins de automatique... 16 ans, selon M. Rosenfeld. Pardon? Moins de 16 ans. Oui, moins de 16 ans. Il bénéficiera automatiquement de l'excuse de minorité parce qu'il a moins de 15 ans. Et alors, pour poursuivre ce que dit Florence Roy... Dominique, on va juste revenir vers Jean-Pierre Rosenfeld, justement sur ce sujet. Ça reste des enfants, voilà ce qu'on entend aussi dans cette marche. Et ce jeune mineur de 14 ans, que va-t-il advenir aussi pour lui? Si vous me permettez de compléter ce qui vient d'être dit, il y a toute la phase de l'instruction, l'instruction sur les faits, qu'est-ce qui s'est passé, comment les choses se sont déroulées, comment la mayonnaise, si je puis me permettre cette expression, a pu monter. Puis il y a aussi une investigation qui va être faite sur la personne. Qui est ce jeune, d'où vient-il, comme disait M. Rizet. Et puis on va essayer aussi de se tracer des perspectives. Qu'est-ce qu'il est, mais qu'est-ce qu'il peut devenir, qu'est-ce qu'il peut advenir, en sachant qu'ayant moins de 16 ans, ayant commis un crime, il doit passer devant le tribunal pour enfants, qui jugera en matière criminelle, parce qu'il a moins de 16 ans. Et en sachant que la loi lui donne le bénéfice de l'excuse atténuante de minorité, qui ne peut pas lui être retirée car il a moins de 16 ans au jour des faits, il avait 14 ans, et il encourt une peine de 20 ans d'incarcération, 20 ans de réclusion criminelle. Voilà, donc voilà les perspectives qui sont tracées. Alors maintenant, il faut être prudent parce que l'investigation va être plus ou moins longue, l'instruction va prendre 6 mois, 1 an, 18 mois, et c'est quand le dossier sera bien préparé, si je puis me permettre, que l'audience devant le tribunal pour enfants pourra avoir lieu. Entre-temps, comme il a été dit, un travail éducatif sera engagé, éventuellement, si c'est nécessaire, une psychothérapie ou un suivi psychiatrique sera mis en place. Jean-Pierre Rosenfeld, c'est Dominique Rizet. Il a 14 ans, il va être jugé dans 4 ans, on peut espérer 3-4 ans. Non. Combien de temps? Pas. Dans combien de temps? Je ne crois pas. Sur une histoire comme celle-là, je pense qu'il est raisonnable de penser d'affirmer, d'avancer, que ce sera dans un délai de 18 mois. 1 an, 18 mois. Pour des raisons très simples, c'est qu'il va falloir investiguer, comme vous le disiez vous-même, de comprendre de quel enfant il s'agit. Est-ce qu'il était connu, pas connu? Est-ce qu'il posait des problèmes? Quel type de problème? Il va aussi, et c'est plus compliqué, il faut qu'il y ait des investigations psychologiques, sinon psychiatriques, parfois avec des expertises contradictoires. Il peut y avoir des recours, éventuellement. Donc tout ça va prendre une bonne année, je dirais 18 mois. Si vous voulez, avant qu'il puisse être jugé. Ça veut dire, Monsieur Rosenfeld, que ça n'est pas l'enfant de 14 ans avec son aspect physique aujourd'hui qui va être jugé. C'est, disons dans 2 ans, un garçon de 16 ans qui aura changé. Et ça, c'est pas forcément en sa faveur, parce que celui qui a poignardé, il avait 14 ans. Celui qui va être jugé, il en aura 16 pour des faits qu'il a commis 2 ans auparavant. Mais ça sera déjà un garçon, un adolescent. 14 ans, c'est encore un enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez raison, mais c'est le lot de la justice en général que tous les magistrats, aussi bien pour les adultes, ils sont obligés de tenir compte de la réalité des choses le jour où ils sont amenés à se prononcer par rapport à des faits qui peuvent parfois, pour des adultes aussi, dater de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Alors effectivement, pour un enfant où le temps a une valeur, une dimension encore plus importante, la mutation, la transformation peut être extraordinaire entre 14 ans et 16 ans. Vous avez parfaitement raison de le dire. La dynamique, la poutre maîtresse de la justice des mineurs, c'est qu'on est jugé sur 3 choses. Sur ce qu'on a fait ou pas fait, sur ce qu'on était au moment des faits,
mais aussi sur ce qu'on est devenu et sur ce qu'on peut devenir. Alors effectivement, les faits sont malheureusement dramatiquement établis et évidents. Le pourquoi, on ne le sait pas encore. La personnalité, on va mieux la connaître aujourd'hui et on va essayer. Effectivement, c'est le rôle du juge d'instruction, et ça va être le rôle aussi du tribunal pour enfants, de faire en sorte que ce jeune qui aura 16-17 ans quand il va être jugé, j'allais dire, ait des perspectives de vie. Parce que c'est comme ça. Et donc, en attendant, c'est à la victime que ces participants à cette marche jaune rendent hommage. On vient de voir le lever. Bien sûr. Non, je décris l'image qui est en train de se dérouler puisqu'on vit ça en direct sur BFM TV. Vous venez de voir un lever de fleurs, de roses jaunes en hommage à Marjorie qui a duré près d'1 minute. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions, Isabelle Gollens. Oui, exactement. Et ce lever de fleurs, comme vous dites, parce que nous sommes désormais dans le quartier Pierre et Marie Curie, le quartier où vivait Marjorie, le quartier où elle a perdu la vie. Je parle doucement parce que la famille demande le silence, vient de s'arrêter à l'entrée de ce quartier. Vous l'avez dit, beaucoup d'émotions. La famille qui défile extrêmement dignement devant cette banderole jaune. Marjorie, tu seras toujours dans nos cœurs. Jaune parce que c'était la couleur préférée de la jeune fille de 17 ans. On voit également quelques pancartes. Un ange parti trop tôt parce que c'est la jeunesse de Marjorie qui choque. La jeunesse également de l'auteur présumé. On l'a beaucoup dit, 14 ans. Beaucoup d'habitants sont ici, vêtus de jaune, avec une rose jaune dans les mains. On voit aussi beaucoup d'enfants avec des fleurs dans les mains. Beaucoup d'habitants choqués qui voulaient témoigner pour rendre hommage à la jeune fille, certains qui la connaissaient directement, d'autres moins. On a rencontré des professeurs de la jeune fille, également des professionnels du monde de l'enfance qui nous disent qu'ils ne comprennent plus cette jeunesse, qu'ils ne comprennent pas cette violence. Le maire de la ville qui s'associe à cette marche, bien sûr, qui veut en faire une marche contre la violence, plus précisément la violence entre les jeunes, pour que ce type de violence ne se reproduise plus, alors que vous voyez la famille de Marjorie qui entre dans le quartier où elle vivait, le quartier où elle a perdu la vie, la famille de Marjorie, sa maman probablement, peut-être une de ses grandes sœurs qui devrait prendre la parole d'ici quelques minutes. Comme le mien. Merci Isabelle Gollens avec Vincent Gauthier de continuer de nous faire vivre cette marche pleine d'émotions où le soleil est revenu. Tout à l'heure, il s'était mis à pleuvoir. On le voit là, ces images très émouvantes avec ces roses jaunes qui ont été levées, qui continuent d'être montées et cette émotion qui nous prend même ici sur le plateau. On en parlait pendant qu'on regardait ces images. Dominique Rizet, parce que vous le disiez à très juste titre, là on parle malheureusement de victimes de ces coups de couteau d'enfants qui ont succombé, mais il y en a aussi beaucoup qui réchappent, et heureusement pour eux, mais cela montre quand même qu'il y a une violence qui existe bel et bien. Et voyez Fanny, là Marjorie c'est visiblement, jusqu'à plus informé, mais c'est un seul coup de couteau. Lilibelle, 14 ans, 22 février, à Saint-Chéron, c'était un seul coup de couteau. Toumani, 14 ans, même chose, je crois que c'est un seul coup de couteau. Boussy-Saint-Antoine, on est le mardi 23 février. Ce sont des jeunes qui se provoquent ou qui viennent pour une raison ou pour une autre, avec un couteau, qui donnent un coup de couteau, qui doivent même eux-mêmes, au moment où ils donnent, être en panique totale, puisqu'ensuite ils s'enfuient tous. Lui, le meurtrier présumé de Marjorie est parti s'enfuir à Massy chez sa mère pendant plusieurs heures. Le meurtrier de Lilibelle, c'était la même chose. Donc c'est un seul coup de couteau, j'ai envie de dire avec encore plus de malheur que le malheur, puisque ce coup de couteau, il est mortel, il va toucher un organe. Et vous le disiez, Fanny, on en parlait tout à l'heure en regardant ces images. Il y a tout un tas de jeunes qui sont blessés, qui reçoivent un coup de couteau qui, Dieu merci, et tant mieux pour eux et pour leur famille, n'est pas mortel, quoi. Et si on énumérait, si on pouvait énumérer ou s'intéresser à toutes ces blessures par arme blanche, entre jeunes, provoquées par des jeunes, il y en a beaucoup plus que le nombre. C'est la face immergée de voilà, l'iceberg. Exactement. Et ce que je voudrais dire à propos de cette manifestation, c'est
C'est important pour la maman de Marjorie, dont on a entendu les paroles, la force des paroles, sa dignité, dès le début, le premier jour, quand elle a parlé, il n'y avait pas de haine, il y avait de l'incompréhension, de la force dans ses paroles, mais il n'y avait pas de haine. Et c'est important qu'elle ait tout ce monde-là autour d'elle, parce que si la douleur est un fardeau qu'on peut porter à plusieurs, si le chagrin est quelque chose qu'on peut se partager pour le porter, pour le surmonter, eh bien c'est important que toutes ces personnes soient là autour d'elle aujourd'hui, parce que ce sont des gens qui vont l'aider, qui l'aident dans son malheur. Après, ce soir et cette nuit, quand elle dormira avec tout ça qui lui reviendra. Mais pour l'instant, c'est bien que tous ces gens-là soient autour d'elle. Il y a cette émotion. Je trouve ça, dans l'horreur de ce qui est arrivé à Marjorie, je trouve ça magnifique, cette solidarité autour de sa famille, dans le silence. Il y a la solidarité silencieuse, c'est vrai, c'est ce qui est frappant dans cette marche, dans l'horreur aussi, vous l'avez dit. On voit tous ces gens émus, l'émotion qui parcourt tout le monde, les gens qui sont sur place, mais aussi les gens qui le vivent à travers leur écran, en direct maintenant depuis plus d'1 heure sur BFM TV. Et est-ce que ça peut aussi toucher des adolescents qui eux-mêmes ne réfléchissent pas toujours à leurs actes, peuvent s'imaginer se mettre à la place de la victime, de leur famille aussi, qui sont déchirés. Est-ce que ça peut engendrer un déclic ou bien c'est naïf de le penser? Non, c'est pas naïf de le penser. Je pense que tout est bien entendu. Je pense que des tas de jeunes peuvent s'identifier et des deux côtés, comme disait Dominique tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut toujours s'imaginer finalement que ça peut arriver à tout le monde et que nul n'est à l'abri. Et il faut que en fait le lieu commun, si vous voulez, de rencontre de la jeunesse, donc l'école, le collège, le lycée et je dirais même l'université, soit le lieu où on projette peut-être toutes ces images, où on consacre finalement tout peut-être qu'il y a une nécessité dans notre société qui n'existait peut-être pas avant, d'enseigner, d'éduquer, de faire à chaque fois œuvre pédagogique. Voilà, je pense que ça c'est, comme cela, peut-être qu'on parviendra à avancer. Bientôt à 16h30 sur BFM TV. Merci de nous rejoindre. Si c'est le cas sur cette antenne, vous le voyez en direct, eh bien, nous suivons la marche jaune qui est actuellement en cours en honneur de Marjorie qui est morte il y a 8 jours à Ivry-sur-Seine. Un hommage à la jeune fille, également une dénonciation de la violence entre les jeunes. Cette marche jaune, elle est partie de l'hôtel de ville et on la suit avec nos reporters sur place. C'est le cas Isabelle Golens. Vous êtes en tête de ce cortège depuis le début de son départ. Ouais. Comment? Comment? Mais oui, mais je suis plus connectée, ça raccroche. Marche maintenant depuis plus d'1 heure et demie qu'elle a débuté à Ivry-sur-Seine. Marjorie, tu seras toujours dans nos cœurs. C'est donc le slogan de cette marche qui rassemble des milliers de personnes dans le silence. Et c'est ça peut-être qui est le plus poignant. Des gens, des parents, mais pas que, qui sont touchés, qui se sentent concernés par ce qui s'est passé. C'était la semaine dernière. Marjorie, 17 ans, tuée, poignardée par un adolescent, un enfant, même plus jeune qu'elle, 14 ans, Isabelle Golens. Il y a du monde donc. Oui, effectivement, beaucoup de monde. Dès la place de l'hôtel de ville, la marche, la famille avait donné rendez-vous aux habitants place de l'hôtel de ville qui était noir de monde, des gens vêtus avec un t-shirt jaune avec la photo de Marjorie, certains juste avec un foulard, d'autres avec des roses jaunes parce que c'était la couleur préférée de Marjorie. Donc c'était la volonté de la famille. Très vite après le drame, la maman de Marjorie a voulu organiser cette marche en hommage, en souvenir à sa fille de 17 ans. La mairie qui s'est très vite associée à cette marche. Effectivement, beaucoup de monde, des habitants de la ville, des gens qui connaissaient la jeune fille, qui connaissaient la famille, d'autres qui ne la connaissaient pas, qui sont des villes voisines, mais qui sont touchés par le malheur qui s'est abattu sur cette famille, par cette question de la violence entre enfants, puisque c'est la jeunesse de la victime qui choque, bien sûr la jeunesse de l'auteur présumé, 14 ans. Donc vous l'avez dit, beaucoup de monde, et cette marche qui a lieu dans un silence assez frappant. Vous voyez
comme là la famille qui s'arrête régulièrement. Tout à l'heure, à l'entrée dans le quartier Pierre et Marie Curie, toute la famille, tous les proches de Marjorie ont levé chacun une rose jaune. Vous le voyez devant cette banderole, Marjorie, tu seras toujours dans nos cœurs. On voit également des pancartes, un ange parti trop tôt alors que la famille arrive sur les lieux du drame. Merci Isabelle Gollens avec Vincent Gauthier, donc avec ce cortège qui est en train d'arriver à son point de destination, là où malheureusement les faits se sont déroulés il y a 8 jours. Beaucoup d'émotions et tout à l'heure on le disait avec le magistrat Jean-Pierre Rosenweg qui était notre invité, Dominique Rizet. Ce sont des histoires qu'il faut analyser au cas par cas. On peut revenir sur les faits justement de ce qui nous a mené à ce drame la semaine dernière. Oui, alors écoutez, la semaine dernière, Marjorie va avec sa petite sœur, c'est vendredi, sa petite sœur de 13 ans à la rencontre d'un adolescent de 14 ans qui a diffusé sur Snapchat des informations sur la petite de 13 ans et constitué un groupe. Et ce groupe se moque de la petite sœur de Marjorie, encore une fois, qui a 13 ans. Donc Marjorie décide d'aller voir ce petit garçon. Elle prend sa sœur par la main, elles y vont, le gamin leur rit au nez. Et donc Marjorie revient avec son frère jumeau qui a 17 ans. Et là, les choses s'enveniment. Le jeune remonte chez lui et leur dit « Attendez, je reviens tout de suite. Et attendez-moi, j'arrive, on va voir. » Et donc, il redescend avec un couteau de cuisine. Et il frappe Marjorie une fois. Et donc, il y a là deux versions. La version du gamin qui dit j'avais peur qu'il s'en prenne à moi quand j'allais redescendre, donc j'ai pris le couteau. Et puis la version des proches de Marjorie qui disent il est venu directement vers elle et il l'a poignardé. Tout ça, ce sont des versions qui vont évoluer avec les déclarations des uns des autres. Voilà, c'est une enquête judiciaire qui commence et voilà les circonstances de la mort de Marjorie. Bonjour Jean-Pierre Bouchard, vous êtes psychologue et criminologue. Il y a beaucoup de questions qui se posent dans cette marche et notamment beaucoup d'interrogations sur le geste en lui-même qui est à la fois un geste très simple qui a été commis la semaine dernière et à la fois complètement irrationnel entre deux enfants, un enfant qui en a tué un autre. Oui, enfin, ce n'est pas exactement des enfants, ce sont plutôt des adolescents ou préadolescents. Mais ça pose effectivement le problème de la jeunesse, notamment de l'auteur, et de sa victime évidemment, mais surtout de l'auteur, avec des auteurs jeunes qui commettent de plus en plus de violences graves et qui peuvent commettre des homicides. Et c'est effectivement une interrogation sociale qui devient récurrente et à laquelle il va falloir répondre sûrement par une éducation beaucoup plus stricte des enfants, de façon à ce qu'ils aient dans la tête le respect de valeurs fondamentales, la vie des autres, le respect des autres évidemment, le respect des règles, parce qu'il n'est pas du tout normal de réagir comme ça. Alors, en tant que psychologue, criminologue, quelles sont les observations que vous faites concrètement de ce type de violence? Est-ce qu'elles sont effectivement en hausse, en nombre, en termes de gravité aussi? Alors, les homicides ne sont pas massifs, mais les violences graves comme ça, avec des armes blanches, sont quand même très récurrentes. Et c'est comme un peu s'il y avait une culture ambiante, c'est-à-dire comme si c'était des gestes assez normaux ou assez compréhensibles entre certains adolescents qui envisagent de régler leur compte comme ça. Alors évidemment, Internet et les réseaux sociaux sont une espèce d'incubateur de tout ça, mais c'est pas parce qu'on se dispute sur Internet que ça doit se traduire comme ça, évidemment, dans la réalité. Donc je pense qu'il faut que tout le monde retrouve la raison, et notamment ceux qui éduquent leurs jeunes, les familles, les parents, et puis, je dirais, les systèmes éducatifs de façon plus large, mais surtout, évidemment, les proches de ces jeunes-là. Voilà. Et puis la marche blanche aujourd'hui est une manifestation de désapprobation évidemment de tout ça, de reconnaissance de la victime et de compassion envers elle et envers ses proches, qui marque bien que on n'est pas dans quelque chose de normal bien évidemment, et qui est au contraire extrêmement grave et qui doit être endigué à tout prix. Alors justement, cette marche blanche, cette marche jaune de la couleur favorite de Marjorie, Jean-Pierre Bouchard, restez avec nous. On va y aller avec vous, Angie Loata, du recueillement Encore et toujours, avant les prises de parole dans quelques minutes maintenant. Effectivement, Loïc, on est dans une foule de plus en plus compacte, avec vraiment beaucoup de gens qui regardent le visage de la mère, de la sœur de Marjorie. Également, Chrysia Chrislaine, mère et fille habitante d'Ivry,
Vous nous disiez tout à l'heure, en regardant le visage de la maman de Marjorie, ça me fait vraiment de la peine. Vous ressentez une grande émotion là. Oui, ça me fait mal au cœur, c'est triste. Pour sa mère, ses frères et sœurs, ses amis. Car j'ai des amis aussi, enfin c'était ses amis quoi. C'était pas ma copine, mais ça me fait trop mal au cœur. Vous aviez des connaissances communes. Christia, la maman. Non, Ghislaine, pardon, excusez-moi. Ghislaine, la maman. Vous entendez votre fille, vous voyez aussi une forme d'identification à ce qui s'est passé dans cette famille. Ça vous fait un grand coup au cœur, vous disiez. Oui, je me mets à sa place de la maman, que c'est vraiment difficile de voir ça, la jeunesse en train de s'y tuer. Moi, je viens ici demander la paix entre vous. Il faut s'aimer plus parce que là, je regarde ma fille qui a 17 ans aussi, Chrisline, qui a ses copines, c'était la copine de Marjorie. Franchement, ça me fait vraiment de la peine de voir que la jeunesse d'aujourd'hui, ils sont plus en train de jouer, ils sont en train de s'y battre. Je demande aux parents pour parler plus avec les enfants. Il faut qu'on s'aide pour plus que ça arrive ici parce que de plus en plus on voit le cœur brisé parce que quand je vois des enfants comme ça en train de s'y battre, on s'est dit qu'est-ce que les enfants vont devenir si nous on ne s'y rassemble pas comme on est en train de faire aujourd'hui pour cette famille qui sont brisées. Je ne vais pas parler seulement de la mère de Marjorie, mais pour la mère aussi de cet jeune homme qui a 14 ans. Il faut qu'on parle plus avec nos enfants. Il faut que la justice il soit plus sévère aussi pour montrer aux jeunes qu'il faut s'aimer. Il faut plus s'y battre comme ça. Ici, on voit que les enfants, ils ont un problème. Il faut aider aux jeunes. Parce que des fois, la jeunesse, ils ont des problèmes. Et nous, on fait rien. Alors, moi, je demande plus d'attention à la jeunesse. Moi, j'ai 4 jeunes à la maison. Et alors, je suis très inquiète. Je ne sais pas aujourd'hui si mon enfant il va sortir dehors, s'ils vont rentrer en vie. Alors, je demande avec tout mon cœur, avec le cœur d'une maman de 4 enfants, soit plus vigilant, que la justice fait plus attention à notre jeunesse ici. Parce que nous, quand on corrige notre enfant, ils disent qu'on peut pas donner la correction. Mais la correction, c'est pas tabasser les enfants. Mais des fois, un petit fessé, ça peut changer. Ça peut changer. Les enfants, moi, j'ai toujours été éduquée sévèrement et j'ai jamais fait des choses comme ça. Soyez plus, faut faire plus attention à notre jeunes parce que nos jeunes d'aujourd'hui sont en train de se détruire. Merci beaucoup, Ghislaine. C'est un témoignage sur l'éducation, notamment. Donc, plus attention parce qu'aujourd'hui on voit cette mère qui est en train de souffrir. Il y a 2 moments en jeu. Alors il faut qu'on fasse plus attention à notre jeune. Et on se questionnait, merci Ghislaine, sur également les phrases, les mots de la sœur de Marjorie qui me reviennent en tête là maintenant, qui disait nous à l'époque, en parlant de sa génération, nous nous battions avec les poings et désormais on se bat avec des couteaux. Les jeunes se battent avec des couteaux. C'est une question très difficile que je vais te poser, Chrislaine. Tu as seulement 17 ans. Ta maman est ici à côté de toi. Quand tu entends cette phrase sur cette génération qui se bat peut-être parfois avec des couteaux, est-ce que toi tu arrives à analyser ça, à y réfléchir? Est-ce que ça te parle? Comment tu peux l'expliquer? Que avant, par exemple, à l'époque de ma mère, c'est vrai qu'ils se battaient directement à la main, mais là, je pense que les jeunes d'aujourd'hui, ma génération, ils sont tellement, comment dire, je sais pas comment m'exprimer, mais ils se prennent grave dans un film. Ils sont, même par exemple les grands des cités et tout, ils veulent trop suivre. Ils se font monter la tête, les films, la cité, ils sont trop matrixés par la cité, quoi. Et du coup, ça devient n'importe quoi. Et moi, ça me fait trop mal au cœur de voir ça. Même si je suis jeune et tout, mais ça me fait vraiment trop mal au cœur. Merci beaucoup, Chrislaine. Et effectivement, cette scénarisation, cette identification au film, ça peut être aussi l'une des réponses. Merci de ton témoignage. C'est important d'avoir aussi des gens qui sont directement dans cette génération et qui souvent n'ont pas énormément la parole. Donc là, tu as pu t'exprimer sur cette question-là. Merci, Ghislaine, également. Et merci donc à tous les gens qui sont ici forcément pour rendre hommage à Marjorie et qui sont particulièrement
particulièrement touché, particulièrement ému en voyant le visage de sa maman, en voyant également et en repensant aussi aux mots de sa maman, à la noblesse de ses mots juste après le drame lorsqu'elle disait « Vous vous rendez compte, c'est un enfant qui tue un autre enfant ». Merci Angie Loata avec Camille Fournier au cœur de cette manifestation, de cette marche jaune qui continue de se dérouler, bientôt des prises de parole. Jean-Pierre Bouchard, on a eu un double discours très intéressant, à la fois de jeunes, effectivement on les entend peu dans ce genre d'affaires, qui se sont exprimés aussi de mamans, c'est plus souvent le cas, cette maman qui va dans le sens de ce que vous disiez, c'est-à-dire que la famille a un rôle à jouer, qu'il faut parler plus à nos enfants, c'est ce qu'elle a déclaré. Elle demande aussi plus de sévérité de la justice. Est-ce que vous entendez aussi ce message ? Oui, bien sûr, c'est un ensemble de choses. D'abord, on est tous le résultat de son éducation. C'est-à-dire que les règles morales et éthiques à respecter, on doit les apprendre dès le plus jeune âge. Et c'est évidemment notre entourage, notamment notre famille, qui nous les inculque. Et nous, on crée, en les acceptant, cette espèce de gendarme intérieur qui va faire qu'on ne va pas violer certaines lois, qu'on va respecter les autres et que, évidemment, on ne va pas penser à les tuer. Ça va de soi. Mais il y a aussi des dispositifs qui sont d'ordre plus social, et notamment ceux de la répression et de la justice pénale. Et effectivement, la justice pénale, à la hauteur des faits qui sont commis, doit se prononcer, bien évidemment, par rapport à ça. Florence Rouas, on retient aussi de cette maman qui interviewait Angie dans cette marche, le cri du cœur, cette peine qu'elle vit comme par procuration, en tout cas une partie de cette peine. Et c'est vrai qu'il remet en cause aussi le travail des parents. Il faut qu'on parle plus parce que l'éducation, c'est pas l'école, ça commence à la maison quand même. Oui, c'est vrai, mais en même temps, comme on le disait tout à l'heure, il y a des parents qui sont désarmés et qui sont un peu dépassés par les événements, soit parce qu'ils ont beaucoup d'enfants à gérer, soit parce qu'ils ont un travail compliqué, une vie compliquée sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Et parfois, ça échappe, si vous voulez, à leur vigilance. Et ils ont beau éduquer, répéter. C'est pour ça que certains parents ont particulièrement besoin aussi du personnel éducatif. On va écouter justement les prises de parole qui commencent. Vont prendre la parole pour vous parler d'elle. Je passe la parole à Anna, amie de la famille de Marjorie. Bonjour à tous. Voilà, nous sommes des convictions religieuses différentes. Ce qui nous rassemble, c'est la défense de la fraternité entre nous tous, que ce soit pour notre foi ou non. Permettez-moi de faire monter ma prière dans la foi qui est la mienne. Jésus-Christ, toi qui aimes tous les hommes et nous promets la résurrection, je te prie pour Marjorie. Je te dis merci pour tout le bonheur qu'elle nous a donné. Accorde-la dans ton royaume. Toi qui as osé crier vers le Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Toi qui as souffert de tristesse et d'angoisse, accueille nos larmes, accueille tous nos cris de douleur et transforme-les en un engagement pour la fraternité et le refus de la haine, de la violence. Apaise nos cœurs. Toi qui nous donnes ton esprit, esprit d'amour et de paix, esprit de force, je te prie pour les jeunes, en honneur de Marjorie, qui entendent l'appel à arrêter toute violence. Je te prie pour nous, les parents, les professeurs, et tout, pour que toutes nous sachions les accompagner. Merci et prions le Seigneur. J'invite à présent Sizina, la marraine de Marjorie. Marjorie, ma princesse, ma filleule, on ne dira jamais au revoir, car tu resteras toujours dans mon cœur.
J'invite à présent Monsieur Philippe Bouissou, maire d'Ivry-sur-Seine. Mesdames, Messieurs, chers amis, à la demande de la famille qui s'exprimera dans quelques instants, avec à mes côtés Boukari Gassama, adjoint au maire à la jeunesse, je voudrais vous remercier pour votre présence nombreuse dans ce moment de rassemblement, de recueillement, en hommage à Marjorie. Je voudrais, en premier lieu, m'adresser à vous, Odile, sa mère, à vous, Félise, son père, à vous, Cynthia, Adélina, Kathleen, ses sœurs, et à toi, Matt, son frère jumeau. Je voudrais vous dire à quel point la dignité et la force dont vous avez témoigné tout au long de cette terrible semaine méritent notre profond respect et nous obligent toutes et tous à tenter de nous hisser au niveau de votre courage et de votre détermination. Le coup mortel qui a frappé Marjorie en plein cœur vendredi dernier a frappé chacune et chacun d'entre nous au plus profond de notre conscience et de notre humanité. Marjorie, cet enfant du quartier Pierre et Marie Curie, avait un avenir. Elle engageait un beau parcours de formation. Et au regard de l'affection, de l'amour qui lui était porté par sa famille et ses proches, au regard des nombreux témoignages de soutien qui ont afflué ces derniers jours, je n'ai aucun doute sur le fait qu'une belle vie s'ouvrait devant elle. Une vie qui a été fauchée dans les conditions dramatiques que nous avons tous à l'esprit. Bien sûr, le temps est à la tristesse, au recueillement et au deuil, mais il est aussi à l'incompréhension et pour certains d'entre nous, à la colère. Le moment viendra très vite pour la pensée, la réflexion, l'analyse, pour tenter de construire des réponses aux questions violentes et brutales qui se posent à nous. Chère Odile, vous nous avez montré une grande partie du chemin. Dans ce moment terrible, il nous faut d'abord faire preuve d'humilité et de détermination. Humilité, car dans ce drame, chacune et chacun d'entre nous peut trouver une part de responsabilité. C'est ce que nous devons d'abord explorer avant d'être capables de juger, d'analyser l'ensemble des responsabilités qui ont conduit à ce qu'un enfant de 14 ans puisse se rendre coupable d'un tel crime. Humilité, car devant la mort, devant la perte d'un enfant, il faut d'abord accompagner, aider, soutenir et être ensemble. Mais il nous faut aussi et surtout être déterminés. Déterminés pour corriger tout ce qui ne va pas et regarder en face ce qu'il faut transformer. Cet immense travail passe, je crois, par notre simple comportement de citoyen, notre rôle de parents, de voisins, jusqu'à l'ensemble des institutions, de la municipalité jusqu'à l'État. Déterminés dans les combats, ceux du quotidien, pour vivre ensemble et pas les uns contre les autres, dans les combats pour arracher les moyens d'une vie meilleure pour chacun et pour tous, dans les combats aussi pour faire reculer la violence, toutes les violences injustifiables, inexplicables, qui traversent la jeunesse de notre ville, de notre pays et du monde. Les jeunes n'ont pas inventé la violence, ils n'ont pas inventé le harcèlement. Le monde des adultes, sur plusieurs générations, leur a trop souvent montré le mauvais exemple, jusqu'à banaliser des actes, des attitudes ou des propos qu'il va nous falloir extirper de nos cœurs et de nos esprits. Aujourd'hui, la disparition tragique de Marjorie nous place
en face d'une lourde responsabilité. Nous ressentons un choc immense. Un choc qui se traduit par les larmes, par l'incompréhension ou encore une fois par la colère. Mais il ne doit pas, ce choc, nous pousser les uns contre les autres ou nous pousser à nous réfugier dans le repli et dans la peur. Au contraire, ce choc doit nous conduire à construire ensemble des réponses durables aux aspirations des jeunes, des réponses durables aux souffrances que nous constatons partout autour de nous. Et ces réponses, elles ne peuvent être déléguées à personne, et c'est à chacun de nous de les construire. Quand je nous vois si nombreux aujourd'hui pour rendre hommage à Marjorie et soutenir sa famille, je nourris l'espoir que les choses peuvent changer profondément et qu'il y aura bien un avant et un après la mort de Marjorie pour que plus jamais, aucun enfant d'Ivry ou d'ailleurs ne meure sous les coups d'un autre enfant. Merci. J'invite Adelina, la sœur de Marjorie. Bonjour à tous. Je suis Adelina, l'une des grandes sœurs de Marjorie. Et dans la vie de tous les jours, je suis élève infirmière. Avant d'aller plus loin, j'aimerais énormément remercier toutes les personnes qui nous soutiennent ce jour et depuis le drame. La ville d'Ivry qui se mobilise tous les jours que Dieu fait pour offrir à Marjorie un départ dignement mérité. Ce qui permet à notre maman, Odile, de se reposer le soir avec un peu plus de facilité, même si cela reste très compliqué. Je remercie tous les organismes, les différents établissements d'Ivry confondus et d'ailleurs, les amis de Marjorie, les amis de son frère jumeau, mes amis, les amis de la dernière, les amis des parents et les amis de ma grande sœur. Je remercie également notre famille, les nombreux parents et enfants, les jeunes, les camarades, les professeurs, les personnes âgées qui sont présents pour nous dans cette épreuve douloureuse. Je vous avoue que j'aurais préféré ne pas avoir à faire un tel discours, car il n'est que le reflet d'une famille endeuillée et brisée émotionnellement, dû à la disparition brutale de Marjorie, de notre Marjorie, âgée de 17 ans ce vendredi, 14 mai 2021. Je souhaite tout de même adresser un mot à Marjorie, ma sœur, ma meilleure amie, qui est celle que j'embêtais le plus à la maison, qui est celle qui piquait mes vêtements lorsque j'étais absente. Et tout ça, ça va me manquer. Ça va nous manquer. Marjorie, tu étais une bonne sœur, une bonne amie, une bonne fille qui savait rendre fière sa maman à sa manière. Le jour où tu es partie, tu t'en es allée, telle la belle âme que tu étais, pour protéger notre petite sœur. Et même si j'ai mal, même si j'ai très mal de le dire, je t'en remercierai jamais assez. Car on s'est toujours dit qu'on se protégerait les uns et les autres dans la famille. Et ta disparition aujourd'hui en est la preuve. Certains diront que tu es parti en guerre. Moi, je dis que tu es juste parti en paix. Car tu nous as évité de pleurer ton jumeau ou la dernière de la famille. Tu es parti en paix car la dernière personne que tu as vue ce jour-là était tout simplement ton frère, ton double, ta moitié, ta vie. Tu es parti en paix car ce vendredi, tu étais avec nous à la maison, avec une joie et la bonne humeur
comme tous les week-ends. Tu es parti en paix car ce même jour-là, tu as pu voir pour une dernière fois notre neveu, notre nièce et notre grande sœur. Tout se déroulait comme un au revoir. Qui l'aurait cru? Personne. Pour moi, tu es un lion avec une force dans l'âme, car ta perte, ton départ, a traversé les frontières. De la métropole au Dom-Tom, en passant par le Cap-Vert et beaucoup de pays d'Afrique. De l'Afrique à la Belgique, de la Belgique à la Suisse et bien d'autres coins du monde. Tu as réveillé une certaine humanité et solidarité en chacun de nous. Effacer à ce moment-là les différences de ce monde. Que ton âme repose en paix, ma petite sœur. Je t'aime. J'invite à présent Cynthia, la sœur de Marjorie. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour le soutien que vous nous accordez à notre famille. Merci pour vos messages de force, d'encouragement. Je parle aussi au nom de Marjorie Félix, qui ne peut s'exprimer car trop bouleversée. Il tient à vous remercier. Nous sommes dans une peine infinie aujourd'hui. Mais nous pensons aux autres qui restent en vie et prolongent l'existence de notre sœur. Nous pensons à tous les enfants dont la vie est précieuse. Alors, nous nous devons de faire l'effort d'être dans une démarche de prévention. Il ne faut plus qu'il y ait d'autres familles endeuillées. Nous ne sommes pas dans un monde idéal où il suffit d'appuyer sur un bouton pour que cela cesse. Nous le savons bien. Il faut donc agir à tous les niveaux. Dans les familles, dans les collèges et lycées. C'est aux éducateurs, aux enseignants, aux parents d'être ouverts, attentifs, de tout mettre en œuvre pour que les enfants confient ce dont ils souffrent. Les moqueries dont ils sont la cible et qui peuvent trop souvent conduire à des drames irréparables. Marjorie, ça s'est terminé de cette manière. Dramatique, profondément injuste. En quelques secondes et pour rien, toute sa vie a basculé. La vie est fragile. Elle ne tient qu'à un fil. D'autres, pour les fausses raisons, se suicident aussi ailleurs. Et pour rien. Pour de vulgaires mots, de grossiers échanges lâchés sur les réseaux sociaux. Lâchés sur des réseaux sociaux. Tout acte a des conséquences. Nous devons l'apprendre à tous nos enfants. Rien n'est fait sans impact. Les mots, les actes façonnent ce que nous sommes, dans le bien comme dans le mal. Il faut toujours y penser, c'est notre devoir. Nous devons être vigilants, éduquer nos enfants, tous ensemble, nous impliquer, les parents, les professeurs. L'État tout entier a aussi son rôle à jouer.
L'éducation ne s'arrête pas aux portes de la maison. Elle est partout où il y a des adultes, dans tous les cadres. À l'école aussi, nos enfants passent 8 heures de la journée. L'adolescent, l'enfant qui grandit, est un être complexe, un homme ou une femme en devenir, qui n'a pas d'expérience, qui ne connaît pas encore ses buts. Il veut sa liberté. En même temps, il n'en est pas tout à fait à la hauteur. Il faut donc nous donner les moyens de gérer ces difficultés. Il faut que tous les maillons de la chaîne adulte soient mobilisés pour pouvoir agir si nécessaire. La famille aussi ont leur rôle à jouer, c'est vrai. Nos enfants doivent toujours avoir quelqu'un à l'intérieur de la cellule familiale qui accueille leurs paroles. Nous devons leur apprendre que les mots, la parole, sont les seules issues possibles en cas de conflit, en cas de problème. C'est difficile de s'en sortir. C'est compliqué de faire avec la réalité qui est la nôtre. La vie est un combat, mais elle n'est pas une guerre contre les autres. Nous devons leur apprendre ça. Nous vivons dans les quartiers populaires. Beaucoup d'entre nous sont tendus à cause des conditions sociales qui sont les nôtres. Les temps ne sont pas faciles pour tout le monde. Ça dépend beaucoup de l'endroit où nous sommes, où nous vivons, où nous grandissons. Nous en sommes plus que conscients. Nous avons la responsabilité, nous adultes, de faire de nos enfants des jeunes qui rêvent. Des jeunes qui rêvent. Et pas des jeunes qui n'arrivent plus à se lever le matin et qui plongent dans l'obscurité. Tout est possible pour tout le monde. Il faut y croire. Nous devons y croire pour nos enfants. Marjorie avait, à son âge, des projets de grande. La belle et digne idée de s'occuper des autres. Elle était tournée vers le monde, soucieuse de créer des liens entre tous. C'était une jeune fille qui avait une grande maturité et qui croyait en l'échange. Aujourd'hui, nous sommes tous là, notre famille endeuillée. Nous sommes dévastés. Excusez-moi. Mais nous utilisons ce qu'il nous reste de force pour vous dire à tous et à toutes que nous voulons la paix. Nous vous demandons de ne jamais céder à la vengeance. Nous savons que cet état d'esprit aurait été celui de Marjorie, qui était une mère pour son neveu et sa nièce. Une jeune fille tournée vers les autres. Merci. Merci. Une jeune fille tournée vers les autres, vers les plus petits, toujours dévouée et soucieuse de transmettre. Nous vous demandons d'honorer sa mémoire dignement, comme elle l'aurait souhaité. Ce que nous voulons, c'est la justice, pas la haine. Nous voulons la justice et nous irons jusqu'au bout pour l'obtenir. Nous sommes meurtris. Nous pourrions plonger dans la colère. Mais nous savons que cet adolescent
qui a tué Marjorie porte déjà et pour toujours sa pénitence. Il paiera en regret et à vie. Nous ne ressentirons jamais rien d'autre pour lui que de la pitié. Notre énergie, nous réservons à l'amour que nous continuerons de porter à notre sœur Marjorie pour toujours. Nous regarderons l'avenir sans elle, mais en espérant que chacun des enfants qui suivent porteront un peu de son projet, celui d'unir, de rassembler, de construire et de vivre. Nous sommes croyants. Nous croyons que l'espoir l'emporte sur tout. Nous pensons aujourd'hui à toutes les autres familles, celle de la jeune Alisha tuée à Argenteuil il y a quelques semaines, un autre à Champigny il y a quelques jours encore. Ces familles qui vivent le même enfer que nous. À ces familles, nous voulons dire, unissons nos peines, nos larmes, nos forces pour les transformer en énergie. Non, nous ne sommes pas seuls. Nous ne serons jamais seuls. Nous sommes ensemble et nous devons tout faire pour que ce genre de drame ne se reproduise pas. Mobilisons-nous. C'est la seule manière pour nous, aujourd'hui, d'honorer la mémoire de notre sœur tant aimée. Marjorie, je t'aime. J'invite à présent Odile, la mère de Marjorie. Bonjour à tous. Je me présente, je suis la mère de Marjorie, Odile. Si je suis là aujourd'hui, devant vous, c'est juste pour vous dire une chose. Ma fille, elle a été tuée. Pourquoi? Je n'arrive toujours pas à comprendre. C'est la question que je me pose. Pourquoi? Juste parce qu'elle a voulu défendre sa petite sœur, la protéger. Malheureusement, elle ne sera plus jamais parmi nous. Elle ne rentrera plus jamais à la maison. La douleur que j'ai, je ne saurais pas la qualifier, je ne saurais pas vous dire ce que je ressens. Les larmes, je n'en ai pas. Les derniers souvenirs de Marjorie que j'ai, c'est lorsque je l'ai croisée, ce fameux jour, aux alentours de 16h20. Et qu'elle me dise, et la vieille, tu vas où? Oui, c'est cette phrase qu'elle employait tout le temps pour me taquiner à la maison. Oui, et la vieille, tu vas où? Le jour du drame. En effet, j'avais pris au moins 100 ans d'âge. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Quand je suis venue sur le lieu du drame et que j'ai vu ma fille par terre, gisant dans son sang, je ne comprends toujours pas et je me demande pourquoi. La réponse, je ne l'aurai jamais. Plus jamais. Plus jamais. J'ai envie de vous dire à tous,
Aimez-nous les uns les autres. Je m'adresse tout particulièrement aux parents. Aimez vos enfants. Prenez soin de vos enfants. Parlez avec eux. Dansez avec eux. Parce que le week-end d'avant, je dansais avec Marjorie à la maison. Je dansais avec elle. Comme tous les week-ends, on dansait tous à la maison. On mettait de la musique et on dansait. Faites des réunions avec vos enfants. Discutez avec eux. Cherchez à savoir ce qu'ils font dans leur vie. Soyez auprès d'eux. Accompagnez-les. Embrassez-vous. Dites-leur que vous les aimez. Parce que cette parole, je n'ai pas eu le temps de le dire à Marjorie. Pour une dernière fois. Mais là, aujourd'hui, je lui dis. Je pense que de là où elle est, elle m'entend. Marjorie, je t'aime. Maman, elle t'aimera. Et elle t'aimera toujours. Tout le long de sa vie. Alors je vous demande à tous d'en faire autant. Occupez-vous de vos enfants. Ce n'est ni à l'éducation de s'occuper de vos enfants, ni à la justice. La racine, c'est d'abord à la maison. Dès que vous les mettez au monde, c'est à partir de là. C'est à nous de nous occuper de nos enfants. Et l'éducation après. Mais pas le contraire. C'est tout ce que je vous demande. Aujourd'hui, je suis là avec son meilleur ami, Sousoun. Il adorait Marjorie. Ils ont grandi ensemble. Pour moi, c'est comme un fils. Un deuxième fils. Celui qui se tient à ma gauche, c'est mon fils. Le jumeau à Marjorie. Et ça, c'est très difficile. Je suis accompagnée de tous mes enfants aujourd'hui. Et c'est très difficile pour nous de supporter tout cela. Je vous demande à tous d'être solidaires. Soyons solidaires. Et ma devise est, il faut que ça change. Il faut que ça s'arrête. Aujourd'hui, c'est moi. Hier, c'en était d'autres. Demain, à qui le tour? Oui, demain, à qui le tour? Qui sera le prochain? Alors, si nous ne prenons pas conscience qu'il faut que ça change et que nous soyons solidaires tous ensemble, il n'y aura qu'une seule question à se poser. Regardez-vous tous et posez-vous la question. Le prochain, sur la liste, qui? Lequel d'entre nous? Nous avons de belles cités. Je refuse qu'on dise que les cités soient une cité de délinquance. Non, pas du tout. Nous avons de beaux étudiants, nous avons tout le monde. Nous avons des enfants qui veulent faire des études. Donnez-leur les moyens. Soyez à côté d'eux. Protégez-les. Et je vous demande encore une chose. Tant que vous pouvez dire à vos enfants, je t'aime, dites-leur. Parce que vous ne savez pas s'ils vont rentrer demain. Vous ne savez pas s'ils vont rentrer le soir. Vous ne savez rien. Protégez-les. Dites-leur que vous les aimez. N'ayez pas peur de leur dire. Parce que c'est mon plus grand regret. Je n'ai pas eu cette chance d'avoir dit à Marjorie que je l'aimais. Pour une dernière fois. Merci à tous. Je souhaiterais... Non. Je souhaiterais remercier le
déjà vous tous présents. Je souhaiterais aussi remercier le collège à Kathleen, les professeurs, ses amis qui peuvent être là, qui ont mis en place des moyens, voilà, qui ont mis en place des moyens. Ma petite sœur n'est pas encore repartie à l'école, mais je sais qu'à son retour, vous allez en prendre soin. Donc je tiens déjà à vous remercier. Et vraiment merci beaucoup, vraiment à vous tous d'être venus pour Marjorie. Marjorie, on l'a perdue, mais Marjorie, c'est tous les jeunes. Et comme ma mère, elle disait, prenez vraiment le temps, ça vous coûte rien, de dire je t'aime. Essayez d'aller vous coucher sans être fâché contre quelqu'un. Aujourd'hui, on est là, demain, on ne l'est plus. Et encore, je vous dis, aujourd'hui, on est là, demain, on ne l'est plus. C'est même faux. À cet instant, on est là. 5 minutes après, on n'est plus. Ça va vite. Ça va vite. Donc, prenez vraiment soin de vos proches. Prenez vraiment soin de vos proches. Voilà. N'hésitez pas à dire je t'aime. Vraiment, c'est important. Je reviens vers vous pour conclure. Je voudrais que chacun et chacune prie dans son cœur selon ses convictions. Nous, notre conviction, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est la Vierge Marie. Donc, on va réciter en Je vous salue Marie et les autres prieront dans leur cœur pour qu'il n'y ait plus de haine, pour qu'il y ait la paix dans le monde et la paix entre nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous confie à la Sainte Vierge Marie, celle qui était au pied de la croix, qui a pris Jésus dans ses bras, comme aujourd'hui, Odile est au pied de cette croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Pour terminer cet hommage, je vous propose d'écouter les chansons préférées de Marjorie.